Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table, l'éminent Georges Fenech. Bonsoir mon cher Georges. Bonsoir cher Pierre. Je suis ravi de vous voir, ancien magistrat, député honoraire du Rhône. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Journaliste politique au JDD, Globetrotter à 16h. Pas que à 16h, mais pour son travail. Bonsoir Thomas Cazenave. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député EPR de Gironde, ancien ministre du Budget et candidat à la mairie de Bordeaux. On va revenir sur votre livre dans un instant, Péril sur la démocratie, refonder l'État. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous voyez les choses pour remettre l'État sur pied, enfin en tout cas ce qu'il en reste. Je voudrais d'abord vous faire écouter Jean-Philippe Tanguy, qui il y a 48 heures était sur Europe 1 et sur CNews, et qui vous demande des comptes sur le déficit public. C'est un maquillage d'État, un mensonge d'État. D'ailleurs, je vais déposer auprès de la procureure de la République de Paris cet après-midi un certain nombre de signalements pour dénoncer, en tout cas marquer le coup, la responsabilité d'un certain nombre de ministres, Monsieur le maire, Monsieur Cazenave, de Premier ministre, Madame Borne, Monsieur Attal, de hauts fonctionnaires, directeur du budget, directeur du Trésor. Ils sont tous co-responsables, selon vous, de ce que vous appelez un maquillage et une manipulation. L'enquête doit se pencher dessus, parce que quand vous avez 20 milliards puis 40 milliards d'euros qui s'évanouissent dans la nature, on ne peut pas dire que personne n'est responsable. Qu'est-ce que vous répondez, Thomas Cazenave, non seulement à Jean-Philippe Tanguy, votre collègue de l'Assemblée nationale, mais aussi sur cette disparition de plusieurs dizaines de milliards d'euros, dont Bruno Le Maire, dernièrement, a soi-disant écrit une lettre qui est sortie à M. Macron en disant qu'il avait alerté, que c'était grave et que le pays allait très mal. Moi, je conseillerais à Philippe Tanguy de relire le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il en faisait partie, Jean-Philippe Tanguy, et il pourra avoir dans ces pages l'explication la plus transparente possible. Je rappelle que toutes celles et ceux qui ont eu à connaître, j'allais dire, de cet épisode, ont dû témoigner sous serment et donner toutes des explications. Et toutes les explications, ce sont des pertes de recettes liées à des modèles d'évaluation des recettes, de TVA, d'impôt sur le revenu, qui se sont trompés en raison de la sortie de crise. Donc c'est la faute à pas de chance. Non, c'est la faute à la crise, d'une certaine manière, qui a bouleversé les capacités des uns et des autres à bien estimer les recettes. Il faut savoir. Laquelle de crise, Thomas Cazenave? Il y en a plusieurs. Crise Covid, crise énergétique. Vous savez, les modèles à Bercy sont des modèles qui ont été conçus plutôt par temps calme. Et d'ailleurs, j'observe que les États-Unis, que l'Allemagne ont connu exactement les mêmes problèmes d'estimation de recettes. Donc c'est un problème d'estimation de recettes. Il y a pas eu 20 milliards qui ont disparu d'un coup aux États-Unis ou en Allemagne. Si, ils ont eu, et aux États-Unis c'est de la même façon. Il y a eu le problème des subprimes, mais pas récemment. Non, il y a eu des gros problèmes d'anticipation et d'estimation des recettes. Ce que je veux dire par là, cette commission d'enquête, comme les travaux du Sénat, comme d'ailleurs le Conseil constitutionnel, puisqu'il a eu à connaître d'une certaine manière de la sincérité, il a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc finalement, moi je voudrais tordre le cou. Vous savez, c'est assez facile la théorie du complot, c'est vraiment l'argument de ceux qui n'en ont plus. Oui, et je trouve que Jean-Philippe Tanguy, alors il s'agite, peut-être qu'il n'est pas très fier de ce qui s'est passé ces dernières semaines à l'Assemblée nationale où il a voté plus d'une trentaine de milliards de hausses d'impôts avec la France insoumise, et il cherche, au moment où on arrive finalement, on y reviendra, aux plus grandes difficultés à avoir un budget dans le pays, alors il cherche une nouvelle fois à remettre sur la table un sujet sur lequel il y a eu énormément de travaux. C'est aussi parce que Bruno Le Maire a voulu s'expliquer dernièrement. Jules Torres. Oui, mais il y a un sujet qu'on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de main. C'est pas parce que M. Tanguy parle, et pardonnez-moi, il y a quand même une partie des Français qui veulent aussi une réponse, qui veulent qu'on leur explique pourquoi il y a eu ce dérapage des comptes publics et qui en est responsable, parce qu'à la fin, quand on est responsable politique, il y a responsable avant politique, et on a l'impression que sur cette question-là, c'est plutôt l'irresponsabilité qui prime. Non, moi, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'on a dû passer des dizaines d'heures, même un peu plus, à expliquer comment techniquement il avait fallu revoir dans cette période-là les estimations de recettes. C'est pas un problème de dépenses. Les dépenses... puisque c'est les recettes. Non mais j'insiste, parce que dans le même temps, on a coupé 10 milliards d'euros dans les dépenses de l'État. D'ailleurs, on a été bien seuls. Personne n'en voulait de ces... à droite comme à gauche. Et donc, je dis juste que tout a été dit, tout a été expliqué, je crois, y compris les différents directeurs de Bercy ont expliqué comment ils faisaient leur estimation, et qu'il était déjà d'ailleurs arrivé dans le passé qu'il y ait des problèmes d'estimation de recettes. On peut quand même comprendre. Si tout a été dit, Thomas Cazenave, pourquoi est-ce que l'ancien ministre de l'économie sort du bois tout d'un coup alors qu'il enseigne à Lausanne, j'imagine l'économie et beaucoup de choses très très savantes, en disant mais voyez quand même c'était très grave, je l'ai dit au président, il n'a pas voulu m'écouter. C'est ça qui ressort de cette lettre secrète. Non mais d'abord, je ne sais pas si c'est une lettre secrète, d'abord il
faut lui poser la question à Bruno Le Maire. Mais non, mais ça vous a étonné, vous étiez à Bercy en même temps que lui. Je peux vous dire... C'était votre équipe. Mais je peux vous dire deux choses. Quand on a eu connaissance que nous avions des pertes de recettes importantes, on n'a pas tergiversé, on a coupé 10 milliards d'euros dans les dépenses. Non mais j'insiste parce que les gens l'oublient. Personne ne l'avait fait avant nous. On a coupé 10 milliards sur les dépenses de l'État. Oui, mais vous voyez, aujourd'hui, on en cherche 30. On avait fait, avec un décret, en 3 jours, 10 milliards. Et donc, non mais, je le dis, donc, que la situation des finances publiques exigeait des économies, je pense qu'on ne l'a jamais caché. Qu'on était bien seul. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Parlement ? On voit que personne ne veut faire d'économies. Donc, moi, je comprends que c'est suscité de nombreuses interrogations. Je pense qu'on a tout mis sur la table. Il y a eu commission d'enquête, commission au Sénat, tout a été rendu public. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas dire comme ça que personne ne veut faire d'économies, parce qu'on n'est pas encore arrivé au volet des dépenses. Donc, on verra bien. C'est passé, je peux vous dire que ça a déjà été examiné en commission. Et je peux vous dire qu'en commission, il n'y a pas beaucoup d'amateurs des économies. Georges. Non, mais il faut bien comprendre que les Français ont besoin de clarification sur ce qui est, à ma connaissance, sans précédent. C'est-à-dire que 20 milliards, ce serait volatilisé. Alors, vous dites une chose, vous dites, nous avons sous-estimé les recettes. Donc là, c'est de la responsabilité, disons, politique. Et M. Tanguy dit, c'est une dissimulation, en réalité. Et là, ça devient pénal. C'est-à-dire que ce sont des comptes insincères. Et donc, il saisit le procureur. Vous voyez bien, le fait est que il y a ces 20 milliards qui demandent d'être clarifiés. La commission d'enquête a eu lieu, vous avez eu raison. Je ne pense pas que la commission d'enquête ait relevé des infractions pénales. Non, aucune. Voilà, donc ça c'est aussi acté. Aucune, oui. Voilà, maintenant, est-ce que sa plainte ou son signalement, en tout cas, devant l'autorité judiciaire a des chances de prospérer ? Moi, je ne le crois pas. Mais je pense que la responsabilité politique, là, elle est entière. Non, mais attendez, c'est une gesticulation. Il n'y a naturellement jamais eu de dissimulation. Je le dis, il faut arrêter de flatter l'envie de complot. Comme si... Non, mais attendez, je le dis parce que c'est le moteur. C'est le moteur, y compris, je le dis, de Jean-Philippe Tanguy. L'explication, elle a été donnée. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire les modèles d'estimation de recettes ont été revus à 3 reprises. Monsieur Cazenave, c'est pas pour m'en prendre à vous, mais est-ce que vous avez quand même conscience qu'en 8 ans, on est quand même passé de Mozart de la finance à ceux qui comprennent tout quand les oppositions ne comprennent rien. Et là, c'est vrai qu'on a le sentiment... Je ne dis pas qu'il y a de la dissimulation, qu'il y a quelque chose de pénal, mais on peut dire qu'il y a peut-être eu de l'amateurisme, peut-être eu un manque de vision sur le long terme. Est-ce que vous ne faites pas un adjordamento, une sorte de mea culpa, quand même devant les Français, parce qu'il y a 20 milliards d'euros, et je ne passe même pas sur le dérapage au-delà des finances publiques depuis 2017 ? Non, mais moi j'ai toujours dit, on s'en est expliqué, on a dit, oui, les modèles d'estimation de recettes se sont trompés. Je ne peux pas dire autre chose, parce qu'il ne s'est pas passé autre chose. Est-ce qu'on a réagi quand on a constaté cela ? Oui, je le redis, on était tout seul à couper dans les dépenses de l'État. Ça n'a jamais été fait sous la 5e de faire 10 milliards d'euros. Mais il y a 1000 milliards de dettes en plus. Et alors ensuite, je le dis, un dernier élément. Je suis très en retard. Il faut quand même qu'on assume qu'on ne peut pas dire un jour, c'est formidable, il faut protéger le pays. Protéger les Français, protéger les commerces, protéger les associations, protéger les collectivités territoriales et un jour se réveiller en disant « mais attendez, il va falloir faire des efforts pour réduire le déficit public ». Un peu de cohérence, un peu de constance aussi dans notre débat politique. Thomas Cazenave, on va se retrouver dans quelques instants avec votre livre Péril sur la démocratie, puis on parlera aussi du budget, parce que là en l'occurrence, et je reprends ce que disait Georges, c'est-à-dire que on a ce flou artistique autour de cette perte d'argent, et en attendant on a un Sébastien Lecornu qui de toute façon nous avait mis 14 milliards d'impôts supplémentaires sur la table. Donc les gens au bout d'un moment, 19h27. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je constate que malgré cette plainte de France Télé et de Radio France, les hommes politiques, au nom de la pluralité, au nom de la liberté d'expression, viennent sur nos plateaux. Ici à Europe 1, Thomas Cazenave est là, ancien ministre du Budget et aujourd'hui député EPR, qui signe Péril sur la démocratie. Monsieur Cazenave, d'ailleurs, tiens, 2 secondes là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette plainte de nos amis du service public ? Ça vous étonne ? Je ne sais pas. Il y a un conflit manifestement ouvert entre les chaînes et leurs représentants. Je pense que la ministre de la Culture, elle s'est exprimée sur le sujet. La responsabilité d'un établissement administratif, c'est aussi à un moment, si elle le souhaite, d'engager des poursuites. Après, la réalité, c'est que tout ça n'a pas nécessairement à se traiter devant les
devant les tribunaux. Oui, d'accord. Voilà. Je ne sais pas si on est d'accord. Il y a une ministre de tutelle pour régler ce genre de conflit. Je pense que de manière générale, la voie juridictionnelle, c'est vraiment la dernière, quoi. Je pense qu'il faut qu'on arrive à se parler et se respecter les uns les autres. Enfin, est-ce que vous, monsieur Cazenave, ce que vous qualifiez de conflit, c'est en réalité, ça relève de la liberté d'expression, de la liberté de critique. Et un groupe privé comme celui-ci a le droit de critiquer le service public sans pour autant être qualifié de dénigrement. Et cette plainte est une plainte véritablement abusive. Enfin, en plus, sur des frais qui vont être pris en charge sur de l'argent public, voyez-vous. Donc on est là, vous êtes ici chez des assignés, n'est-ce pas, devant le tribunal de commerce. Nous sommes tous assignés sur fonds publics par le service public, sans même que le service public... Avec l'argent du contribuable. ...ait eu la précaution de prendre l'avis de son autorité de tutelle. Vous voyez bien que ce n'est pas un conflit. Oui, mais en matière d'assignation... C'est un conflit unilatéral. Hein, en matière d'assignation, vous faisiez état d'un député du Rassemblement national qui voulait nous-mêmes nous assigner. C'est autre chose, ça. Cette espèce de... Non mais attendez, c'est parfois des effets de manche qui nous éloignent un peu le budget du débat. Le budget, il va où là? On en est où, Thomas Cazenave, vous qui regardez ça maintenant qui fait des plus yeux que regarder ça, du député dans l'hémicycle. Comment est-ce que la question alors hier on apprenait donc que le bloc central ne votait pas le budget après toutes les oppositions. Donc vous êtes, j'imagine, vous vous situez dans le bloc central. Oui. Ce budget, personne n'en veut. Donc en fait, c'est la Macronie contre la Macronie maintenant. Mais non, attendez, soyons sérieux. Pourquoi est-ce que ce budget, je suis très sérieux, pourquoi cette première partie, elle va être rejetée? Parce que il y a eu des mesures fiscales complètement folles qui ont été votées. Et je le dis, parfois dans des accords entre le Rassemblement national, la France insoumise, une taxe sur les multinationales ici, les rachats d'actions là, puis un nouvel impôt sur la fortune financière. Enfin, c'est-à-dire que vous, Ensemble pour la République, n'en voulez pas, mais vous diriez même que le gouvernement lui-même, Amélie de Montchalin, Sébastien Lecornu n'en veulent pas non plus. Mais oui, mais ce n'est pas le leur budget. Mais oui, mais pourquoi? Parce que ce n'est pas le budget du gouvernement. Le gouvernement, il faut comprendre comment ça se passe. Il arrive avec une copie qu'il défend. Et puis ensuite, et c'est la liberté des parlementaires, les parlementaires, ils modifient le budget. Il a été complètement modifié. Et maintenant, il se traduit par, je le dis, une menace très forte sur notre compétitivité, notre croissance, nos innovations. J'entends bien, mais quand Amélie de Montchalin, au grand rendez-vous CNews Europe 1, dimanche dernier, donc je présentais, nous dit, non, de toute façon, ce budget, il nous le faut, coûte que coûte, il faut qu'on... Mais je suis d'accord avec elle, à la fin, il faudra un budget. Et quel budget? mais pas ce budget-là, avec autant d'impôts. Donc celui du début. Et donc, celui du début, allait quand très il bien, pas été amendé. Il était perfectible et tout ça, mais pas complètement déséquilibré, avec un coup de massue, une coup de massue fiscale sur toutes les entreprises, et parfois aussi sur les particuliers, qui me semble être une mauvaise option. Mais il y avait déjà un coup de massue au départ. Non, pas de cette ampleur, voyons. 14 milliards? Non, mais attendez, pas du tout de cette ampleur. Pas du tout de cette ampleur. 14 milliards dans un pays où les prélèvements sont de 43,6 déjà. Et c'est la raison pour laquelle il fallait aussi que les députés, compte tenu déjà de l'effort fiscal qui était demandé, n'en rajoutent pas. Et moi, je constate qu'on a été régulièrement mis en minorité, souvent par des accords entre le Rassemblement national et la France insoumise. Imaginez quand même deux formations politiques que tout oppose et qui votent ensemble des mesures fiscales. Donc moi, je considère qu'effectivement, je termine, que la copie telle qu'elle est, et on va en débattre encore vendredi, samedi, dimanche, elle ne sera pas votable. Bon, ce n'est pas la fin de l'histoire. Non, c'est la démocratie. C'est le travail parlementaire, mais on perd du temps. C'est le travail parlementaire, parce que quand il n'y avait pas de travail parlementaire, un 49 francs, on disait des contribuables démocratique, et ensuite, maintenant qu'il y a un travail démocratique, on dit qu'est-ce qui se passe. Donc on va aller au bout, le Sénat va en discuter, il y aura une commission mixte paritaire, ça reviendra à l'Assemblée. Mais on a besoin d'un budget. Mais ça reviendra à l'Assemblée. Pardon, monsieur Cazenave, on ne découvre pas la Lune. On sait très bien qu'il y a 400 députés aujourd'hui qui sont plutôt du côté du social-étatisme. Ça, Sébastien Lecornu, quand il a dit moi je prends ce budget, je le mets devant l'Assemblée nationale, il savait qu'il y avait 143 députés RN qui sont plutôt socio-étatistes, qu'il y avait une gauche qui est aujourd'hui le premier groupe quand on regarde, enfin ça il le savait. Crypto-socialiste, j'ai lu dans votre journal. Crypto-socialiste, crypto-communiste, bon voilà, on savait qu'on allait avoir ce budget-là, donc finalement, si on va vous écouter, il aurait plutôt fallu censurer ce gouvernement. Mais non, parce que ce que vous dites, c'est qu'il ne découvre pas
qui sont les députés à l'Assemblée. Mais attendez, on est dans une démocratie, donc c'est normal que le Parlement travaille. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des accords parfois contre nature. Mais c'est pas contre nature, ils sont pour plus d'impôts de ce budget. Ils sont pour plus d'impôts, ils ont toujours dit qu'ils étaient pour plus d'impôts. Ça, on le savait avant le débat budgétaire. Pour moi, ça a été une surprise. J'avais cru comprendre à un moment que le Rassemblement national avait adopté une ligne soi-disant pro-économie. On découvre que pas du tout. Pas du tout. Ça dépend sur quel sujet. Mais enfin, c'est 30 à 40 milliards d'euros d'impôts sur nos entreprises. Et donc, moi, je considère que c'est vraiment des mesures contre la croissance, contre l'emploi. Et donc, on ne peut pas défendre ce type de mesures. Voilà. Georges Fenech. Et ça va se terminer comment, tout ça? Par des ordonnances? Non, je pense que le Premier ministre a dit qu'il n'y aura pas d'ordonnance. Alors, s'il n'y a pas d'ordonnance, s'il n'y a pas de budget voté, alors ça va se terminer comment? Des lois spéciales? Moi, je vais vous dire, d'abord, ça va arriver au Sénat, il va y avoir ce travail. Qu'est-ce qui peut se passer s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée? Il y a deux options qui s'ouvrent au Premier ministre. Le premier, c'est de prendre une loi spéciale qui va reconduire le budget de l'année dernière. Et ça, c'est pas idéal. Mais ce n'est pas pérenne, parce que vous avez quand même besoin de doter le pays d'un budget. Donc ça peut vous donner 1, 2, 3 mois de discussion. Après, il y a une solution qui me semblait utile, mais qui a été écartée par le Premier ministre, c'est utiliser les armes qu'il a dans la Constitution. Ça s'appelle un 49-3. Mais il s'est engagé devant la représentation nationale. Vous me demandez mon point de vue. Je vous dis que cette option-là, c'est une option prévue par les textes justement pour nous sortir de l'ornière. Il y avait peut-être la matière à dire, écoutez, il n'y a pas de majorité. Négocions un 49-3 avec les oppositions pour éviter que ça se traduise par de la censure. Par exemple, en prenant les amendements soutenus par les socialistes, par les forces d'opposition pour dire, écoutez, je sais qu'il n'y aura pas de majorité sur ce budget, mais il faut doter le pays d'un budget. Par contre, il ne faut pas de censure parce que tout ça, c'est beaucoup vous réagiriez? Vous, Thomas Cazenave, député aujourd'hui de la République, vous réagiriez comment si Sébastien Lecornu, qui s'est engagé devant la représentation nationale, n'a pas faire de 49-3, dit finalement je fais un 49-3? Vous diriez quoi? Je dirais que si c'est l'alternative, la seule alternative à la fin sur la table pour avoir un budget pour le pays, je vais vous dire, tout le monde attend un budget. Moi j'étais au salon des maires, les maires veulent un budget. J'ai l'impression que vous-même souhaitez un 49-3 alors qu'il n'est pas prévu. C'est pas que moi, ce que je souhaite, c'est que le pays ait un budget parce qu'on veut un peu de prévisibilité dans notre pays. C'est ce que nous disent, moi dans ma circonscription à Bordeaux, les chefs d'entreprise, les élus locaux nous disent, mais dotez le pays d'un budget. Mais quel budget? Qu'à un moment, si c'est un budget communiste, ça sert à rien d'avoir un budget si c'est un budget communiste. Mais non, mais ça vous parlez de celui qui est socialiste, celui qui a été la frontière, vous savez, celui qui a été aménagé notamment par les accords entre le Rassemblement national et la France insoumise. Je le dis parce que ça a complètement déséquilibré la dans cette folie fiscale budgétaire où les gens sont, je pense, plus résignés qu'en colère aujourd'hui malheureusement. Vous sortez Péril sur la démocratie, refonder l'État, c'est chez Plomb, et vous dites beaucoup de choses dans votre livre. Vous dites notamment qu'il y a un gros travail à faire sur les collectivités, sur l'aménagement du territoire, sur la décentralisation, que tout cela est d'une certaine manière obsolète, qu'il faut remettre ça sur pied. Moi, je veux bien, Thomas Cazenave. Cazenave, et je partage votre point de vue. Je pense qu'il a été totalement sot, par exemple, de supprimer l'ENA, parce que je pense que l'ENA forge une certaine classe politique qui pourrait diriger ce pays mieux que les députés aujourd'hui qu'on a trouvés à chaque coin de rue, notamment dans certaines formations politiques. Pardonnez-moi, mais c'est la réalité, et vous le savez aussi bien que moi. Mais je suis pas d'accord avec ça, mais allez-y. Aujourd'hui, vous avez un projet ambitieux, dans un climat où c'est impossible de faire ce que vous proposez. Bien sûr. C'est impossible. Donc c'est un rêve non, c'est pas un éveillé. Rêve. Non, c'est pas un rêve, c'est une nécessité absolue. Moi, je vois quand même tous les nuages noirs au-dessus de la démocratie. Comment je le vois? D'abord, l'abstention depuis des décennies qui progresse dans notre pays. L'envie aussi d'un pouvoir autoritaire dans notre pays. Regardez toutes les enquêtes d'opinion. Les gens commencent à dire, et ce dont on parle juste avant sur la crise parlementaire que nous vivons, en disant finalement la démocratie, ça serait pas très efficace. Il faudrait faire le choix d'une femme ou d'un homme fort, autoritaire. On est en train de saper les fondements de la démocratie mis en concurrence avec d'autres pouvoirs. Et pourquoi? Mais De Gaulle a été un homme fort. Et je dis, attendez, je ne dis pas que ça a toujours été comme ça. Je dis que ce n'est pas une crise de la représentation, ce n'est pas un complot de l'État profond, vous avez cité l'ENA et les énarques, c'est une crise de l'efficacité. C'est que les Françaises et les Français, ils ont l'impression qu'on n'arrive plus à avancer, que les services publics sont chers, qu'ils sont lents, et que d'une certaine manière, on n'en a pas toujours pour notre argent. Et c'est vrai qu'on a
diluer la responsabilité dans notre pays et qu'il nous faut une réforme d'ampleur qui ne pourra pas se faire dans les prochains mois. Et j'espère bien qu'elle sera à l'ordre du jour de la présidentielle de 2027. Un peu d'optimisme. Merci beaucoup Thomas Cazenave d'avoir été avec nous. Refonder l'État, c'est chez Plomb.